a quelque chose dont je me suis rendu compte en enseignant le français à des centaines, voire peut-être même des milliers d'élèves. Et c'est à quel point la psychologie joue un rôle important dans la progression. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on va parler. Pourquoi est-ce qu'on ressent de l'anxiété sociale? Pourquoi est-ce qu'on a peur de parler? Et pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus extraverties et d'autres plus introverties? Et surtout, quelles solutions est-ce qu'on peut mettre en place pour dépasser cette anxiété sociale qui nous freine, qui nous ralentit dans notre progression? Bref, aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche, c'est une expression qui veut dire qu'on a beaucoup de travail. Alors c'est parti. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue, je suis Elisa et j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers ces épisodes de podcast et aussi à travers les vidéos de ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Si tu veux aller plus loin, si tu veux progresser plus vite en français, j'ai aussi des cours en ligne de niveau débutant à intermédiaire voire avancé sur mon site internet frenchmornings.com. Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme et dans lesquelles je t'accompagne pour progresser pas à pas et atteindre le niveau supérieur. Et aujourd'hui, je te propose d'écouter le témoignage de mon élève Francisca qui a participé au cours Flawless French Pronunciation, qui est un cours de prononciation. Coucou, je suis Francie, je suis autrichienne, j'habite à Vienne. J'aime apprendre la langue. Depuis quelques années, j'apprends aussi le français. J'ai décidé d'apprendre le français parce que j'aime simplement la culture, le pays, tout ce qui concerne le français, parce que c'est vraiment une belle langue aussi. Et oui, j'ai déjà essayé différents formats de l'apprentissage. Je pris des cours, j'ai essayé des applications comme Babel, j'ai fait télé, YouTube. Oui, et je suis Elisa aussi depuis presque son début. Je vu quasiment toutes ses vidéos, vu que j'aime tout ce qu'elle fait, le vidéo, le post Instagram, le newsletter, c'était clair pour moi aussi que je dois prendre le cours de prononciation. Et je n'ai pas été déçue. J'ai presque fait 50% du cours. J'ai déjà profité beaucoup. Même si je pense que je parle assez couramment, j'ai remarqué qu'en regardant le cours, qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je peux encore améliorer, de choses que je pas, de lesquelles je me suis pas rendu compte, que je fais de fautes. Comme par exemple la R, les sons nasaux, il y avait aussi des règles de la liaison que je connaissais pas. J'ai hâte de finir le cours et surtout j'ai hâte de répéter le cours, de le faire plusieurs fois pour vraiment pratiquer la prononciation et pour améliorer. J'espère que peut-être comme ça, les gens me diront plus que j'ai un grand accent. Avant de continuer l'épisode, je veux t'informer que tu peux télécharger gratuitement la transcription pour mieux comprendre. On va voir pas mal de vocabulaire peut-être un peu avancé aujourd'hui et tu pourras les retrouver dans le glossaire de ce PDF gratuit. Il y a même aussi dans le PDF un quiz de compréhension pour que tu puisses mettre en pratique ce que tu as appris dans l'épisode. Pour le télécharger, c'est très simple, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description, entrer ton email et il arrivera dans ta boîte mail. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Parce que moi oui. Tu dois téléphoner à un restaurant pour réserver une table. C'est simple, non? Et pourtant, tu répètes mentalement ta phrase 3, 4, 5 fois avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Bonjour, je voudrais réserver une table pour 2 personnes samedi soir s'il vous plaît. Et tu la répètes en boucle dans ta tête. Bonjour, je voudrais réserver une table pour 2 personnes samedi soir s'il vous plaît. Et quand ça sonne, ton cœur s'emballe un petit peu. Il bat plus vite. Tu te demandes pourquoi quelque chose d'aussi banal, d'aussi simple, te demande autant d'énergie. Si tu te reconnais dans cette situation, même un tout petit peu, alors tu as ressenti de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la peur de se retrouver dans des situations où on pourrait être jugé par les autres, à tort ou à raison.
Ce n'est pas simplement être un peu nerveux avant de parler en public ou bien de jouer une pièce de théâtre. Ça s'appelle le trac. C'est un mot que j'aime bien en français. Le trac, c'est la peur de se produire ou bien de parler devant un public. L'anxiété sociale, c'est différent. C'est une appréhension profonde du regard des autres et surtout de leur jugement. Donc c'est se demander ce que les autres pourraient penser de toi, de tes mots, de tes gestes, de tes erreurs. Mais pourquoi est-ce que notre corps produit cette anxiété? Si on regarde d'un point de vue évolutif, ça a du sens. Pendant des millénaires, les êtres humains, qui sont des animaux sociaux, ont survécu grâce au groupe. Et être rejeté par le groupe, c'était souvent une question de vie ou de mort. Donc, dans notre cerveau, on a une petite partie qui s'appelle l'amygdale cérébrale. On pourrait simplifier son rôle en disant que c'est le centre de traitement des émotions et des menaces. L'amygdale, ça va nous permettre d'identifier des situations sociales potentiellement dangereuses et de déclencher une réponse de stress qui permet de se protéger. C'est la réaction qu'on va avoir face à un danger. Le problème aujourd'hui, c'est que téléphoner à un restaurant, ça met pas vraiment notre vie en danger. Mais ça, le cerveau l'a pas toujours très bien compris. Concrètement, l'anxiété sociale, elle peut nous pousser à éviter toute une série de situations qu'on va trouver inconfortables. Prendre la parole en réunion, aller à une fête où on ne connaît personne, ou bien interagir avec un inconnu dans la rue, ou passer un appel téléphonique. Chaque situation où on peut se sentir observé ou bien évalué va devenir une source d'inconfort, une source de malaise. Pour mesurer ce phénomène, les chercheurs utilisent notamment l'échelle AVS, l'échelle d'anxiété et d'évitement social. Elle va permettre d'évaluer à la fois l'intensité de l'anxiété ressentie dans différentes situations sociales et la tendance à les fuir. Elle est utilisée en clinique pour identifier des personnes qui pourraient bénéficier d'un accompagnement thérapeutique. Je ne suis pas spécialiste, donc je vous informe simplement de son existence, mais il faut aussi savoir que sa valeur est parfois remise en question par certains experts. Dans l'anxiété sociale, il y a un cas particulier qui va nous intéresser, nous apprenants de langue, vous apprenants du français. C'est l'anxiété langagière, c'est-à-dire l'anxiété qui est liée à l'apprentissage d'une langue. C'est la forme d'anxiété sociale qui se manifeste spécifiquement quand on doit s'exprimer dans une langue étrangère. Les chercheurs ont théorisé ce concept dès 1986 dans une étude qui s'appelle Foreign Language Classroom Anxiety, qu'on pourrait traduire en français par l'anxiété en classe de langue étrangère. Ils ont montré que cette anxiété peut significativement freiner l'apprentissage d'une langue étrangère. Quand on apprend une langue étrangère, on va se sentir plus vulnérable, d'autant plus ressentir la peur d'être jugé par les autres. C'est pour ça que je pense qu'il est très important d'apprendre avec un professeur avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens à l'aise, plutôt qu'avec le meilleur professeur du monde. Dans cette étude de 1986, les chercheurs montrent que le climat émotionnel influence directement la performance. Le climat émotionnel, ça va être la réaction de l'enseignant et des autres élèves, l'ambiance dans la classe, est-ce que c'est bienveillant, est-ce que c'est plutôt une ambiance de compétition, le système d'évaluation également, est-ce qu'il va être sévère ou pas. Un environnement bienveillant va significativement réduire l'anxiété linguistique. On va parler maintenant de la notion d'introversion et d'extraversion. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? On va souvent entendre ces mots, mais parfois on les comprend mal. L'introversion et l'extraversion, c'est pas seulement une question d'être sociable ou un peu moins sociable. Les neurosciences ont étudié le sujet et il en ressort que les personnes introverties et les personnes extraverties ont un système nerveux qui fonctionne de façon différente. Les recherches de la chercheuse Debra Johnson et de son équipe ont montré que les introvertis ont un flux sanguin cérébral plus élevé dans des régions liées à la réflexion interne. Donc tout ce qui va être
tâches de planification, mémorisation, résolution de problèmes. Et d'autres chercheurs dont je vais prononcer le nom à la française, et j'imagine bien que ça ne se prononce pas comme ça, Richard Depew et Paul Collins ont quant à eux étudié l'extraversion. Ils en ont conclu que les extravertis répondent plus fortement à des signaux de récompense et de stimulation sociale parce que leur système dopaminergique est plus réactif à ça. La dopamine, qu'est-ce que c'est ? On parle souvent de la dopamine comme de l'hormone du plaisir, mais son rôle principal est plutôt lié à l'anticipation de la récompense plutôt qu'au plaisir lui-même. Donc les extravertis vont plus naturellement chercher des situations sociales parce que leur cerveau y trouve une récompense. Alors que chez les introvertis, le système dopaminergique est moins sensible aux stimuli extérieurs. Ils vont trouver la récompense par des tâches qui demandent plus de réflexion interne. Et ici, on va faire une distinction importante. Être introverti, ce n'est pas la même chose qu'être timide ou réservé. Être timide, c'est encore autre chose. C'est être un petit peu un anxieux social ou une anxieuse sociale. Tandis qu'être réservé, c'est autre chose encore une fois. C'est davantage un trait de caractère, un aspect de la personnalité. Être réservé, c'est une façon de prendre le temps avant de s'ouvrir aux autres. Ou bien tout simplement être quelqu'un qui n'a pas envie de parler de soi. Donc on peut être extraverti et réservé. Si quelqu'un par exemple parle rarement de sa famille ou de ses histoires personnelles, on peut dire que c'est une personne réservée. Alors qu'est-ce que ça implique pour un introverti qui veut apprendre une langue étrangère ? Eh bien, ça signifie que les méthodes d'apprentissage traditionnelles, les cours en groupe très dynamiques, les conversations imposées, les jeux de rôle devant tout le monde, ce sont peut-être pas les méthodes les plus adaptées. Un introverti pourrait mieux progresser avec des sessions en tête-à-tête, avec des cours particuliers, un rythme plus posé, plus lent, et du temps pour préparer et intérioriser avant d'exprimer ses réponses. C'est pas un handicap, c'est une façon différente de travailler. Et il faut toujours mieux travailler avec sa nature plutôt que contre elle. Un extraverti, au contraire, s'épanouira peut-être plus dans des cours collectifs où il y a beaucoup d'énergie, ou dans des conversations de groupe, ou même, pourquoi pas, dans des cours de théâtre. Maintenant, on va croiser ces deux sujets. Pourquoi, quand on est introverti et qu'on apprend une langue étrangère, l'anxiété sociale, ou plus précisément l'anxiété langagière, est amplifiée? Premièrement, parce que quand on parle une langue étrangère, on change un petit peu d'identité. On va produire des nouveaux sons qui ne nous sont pas du tout familiers. On va chercher ses mots, on va simplifier ses idées, on va perdre l'éloquence qu'on a dans sa langue maternelle. L'éloquence, c'est la facilité à s'exprimer. Donc, on va ressentir de la frustration quand on a du mal à exprimer ses idées, quand on ne trouve pas les bons mots. Et on va avoir un peu l'impression de ne pas être totalement soi-même. Des chercheurs comme Jean-Marc Devel ont étudié ce phénomène et montrent que les émotions sont vécues et exprimées différemment selon la langue utilisée. La langue étrangère va créer une forme de distance émotionnelle qui peut être parfois un peu déstabilisante. La deuxième raison, c'est la peur de l'erreur. Dans notre langue maternelle, on va plutôt bien tolérer nos propres fautes. Et encore, en français, c'est peut-être un peu particulier. On sait qu'on est capable, on a des années de pratique derrière nous, mais dans une langue étrangère, chaque erreur va paraître un peu plus visible, un peu plus embarrassante. On pense que tous les gens qui nous écoutent parler ont la bonne réponse et qu'on est la seule personne à faire des erreurs dans cette langue. Et cette peur de mal dire, de mal prononcer, peut littéralement nous bloquer la parole. La troisième raison, c'est la pression de la performance. Beaucoup d'apprenants ont envie d'être parfaits, comme s'il était interdit de faire des fautes pour avoir le droit d'ouvrir la bouche. Cette pression, elle peut être épuisante et surtout contre-productive. Et
là, je veux ajouter quelque chose qui concerne particulièrement les Français. En France, on grandit avec l'idée que le français doit être parlé et écrit parfaitement. Faire une faute de grammaire ou d'orthographe, c'est un peu une honte sociale. On nous l'inculque à l'école, on nous l'enseigne à l'école, dans les dictées, dans les rédactions, et sans qu'on s'en rende compte, parfois, on va transposer cette exigence à une langue étrangère. On va avoir peur du ridicule, peur de mal prononcer, peur de ne pas trouver ces mots. Et c'est peut-être pour ça que parfois, certains Français vont comprendre la question que vous leur posez en anglais, mais ils vont vous répondre en français, parce qu'ils ressentent cette pression de s'exprimer soit parfaitement, soit pas du tout. Et cette culture de la perfection linguistique, je suis convaincue qu'elle contribue largement au fait que les Français apprennent les langues étrangères un peu moins facilement que d'autres nationalités. Pour l'instant, je crois pas que ce soit quelque chose qui ait été étudié, mais c'est un petit peu ma théorie personnelle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser cette anxiété langagière dont on a parlé précédemment? Je vais te donner 4 conseils que tu peux appliquer. Commençons par l'état d'esprit. C'est peut-être le plus important et à la fois le moins facile à mettre en place. Il va falloir accepter l'imperfection comme une condition nécessaire du progrès. Si tu n'acceptes pas de faire des erreurs, tu ne pourras pas progresser ou alors tu te mettras une pression énorme. Les erreurs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des données. Elles vont nous montrer où on en est et comment avancer, sur quoi est-ce qu'on doit travailler. Donc si tu attends d'être parfait pour parler, tu ne pourras pas avancer. Et si tu as peur que les Français rient quand tu prononces mal un mot ou quand tu fais une erreur, sache que la plupart du temps, ce n'est pas méchant. On va rire parce qu'on va trouver ton erreur amusante ou bien surprenante. Mais on va pas rire de toi, élève qui fait l'effort d'apprendre le français. Une erreur de prononciation, parfois ça peut donner des mots qui ont des sonorités très très drôles, mais il faut vraiment pas le prendre personnellement. Ensuite, on va parler de l'environnement d'apprentissage. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, il faut que tu trouves un prof ou bien même un partenaire de langue avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens complètement à l'aise. Pas nécessairement le plus diplômé, le plus technique, mais celui ou celle avec qui tu oses faire des erreurs et avec qui tu as envie de passer du temps. C'est ça qui va faire la vraie différence. Si ton anxiété est particulièrement forte, ça peut être utile d'apprendre à mieux gérer ta réponse physiologique au stress. Une technique simple et efficace, c'est la respiration carrée. On va inspirer pendant 4 secondes, retenir le souffle pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et à nouveau couper la respiration pendant 4 secondes. Et on recommence. C'est une technique qui est très utilisée en méditation pour les athlètes de haut niveau, pour les militaires, etc. pour retrouver rapidement un état calme. Donc tu peux faire ça avant par exemple de commander au restaurant ou à la boulangerie ou bien avant de passer un appel téléphonique en français. Ça peut vraiment aider à te détendre. Et enfin le dernier conseil, c'est une autre technique d'apprentissage dont je parle très souvent et qui est à mon avis sous-estimée, et c'est le fait de parler seul. Tu peux parler seul chez toi, dans ta voiture, sous la douche, pendant que tu cuisines. Si vraiment tu trouves ça bizarre de parler seul, tu peux aussi parler à ton chat ou à ton chien, si tu en as un. Pour ma part, je parle à ma chienne Chloé en espagnol, en portugais, en italien, des fois même un petit peu en arabe, selon mon humeur. Donc elle aussi, elle apprend. Tu peux raconter ta journée à voix haute, en français, décrire ce que tu es en train de faire, ou bien même essayer de nommer tous les objets que tu as chez toi. Par exemple, ça c'est un verre, ça c'est une assiette, ça c'est une fourchette. C'est peut-être un peu bizarre au début, mais ça permet de construire une confiance intérieure et de prouver à ton cerveau que tu es capable de t'exprimer en français avant de le faire avec quelqu'un d'autre. Si tu habites avec d'autres personnes et que tu veux pas te sentir observé,
tu peux aussi parler en français dans ta salle de bain. Et je vais terminer par un dernier conseil. En fait, je crois que ça fait 5. C'est une technique qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et c'est un proverbe très connu en anglais quand on dit fake it until you make it. En français, on n'a pas trop d'équivalent. On peut traduire ça par fais semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. Quand j'étais plus jeune, moi j'étais assez timide et assez réservée. En arrivant à l'université, pendant mes études, j'ai décidé que j'avais envie de changer ça chez moi. Alors, je me suis vraiment volontairement mise dans des situations inconfortables. J'ai essayé de sortir de ma zone de confort. Donc ça pouvait être par exemple lever la main pour poser des questions pendant les cours, pendant les conférences. J'avais le cœur qui battait très fort, mais je le faisais quand même. Ou bien ça pouvait être aussi essayer de prolonger des conversations avec des commerçants. Je posais volontairement plus de questions alors que j'étais pas vraiment très intéressée par le sujet. Mais je voulais m'entraîner à interagir. Et à l'étranger, dans les langues que j'apprenais, que ce soit en espagnol, en italien ou en portugais, je me donne un peu un rôle à jouer. Pas celui de quelqu'un qui doute, mais celui de quelqu'un qui est confiant. Je joue un personnage de quelqu'un qui est plus à l'aise que moi. Et petit à petit, je le suis un peu plus devenue. Ce que j'ai vraiment compris en faisant tout ça, c'est que dans mon cas, et dans le cas de personnes plutôt timides, la confiance ne précède jamais l'action. On n'a jamais confiance en soi avant. Mais c'est la répétition de l'action qui va créer la confiance. Donc si tu ne te sens pas prêt, fais-le quand même. Peut-être que ça se passera mal, mais au moins tu auras osé et la prochaine fois, ce sera moins intimidant. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt introverti, plutôt extraverti et comment est-ce que vous aimez apprendre le français? Quelle méthode est-ce que vous aimez utiliser? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec des amis ou de la famille qui apprend le français. À me laisser aussi 5 étoiles, j'oublie souvent de vous le demander mais ça m'aide beaucoup, et à évidemment télécharger la transcription gratuite en cliquant sur le lien en description. Et je vous dis à très bientôt.